Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Linkel fait sa table ronde. Donc la table ronde qui interroge des entrepreneurs provenant du même secteur d'activité. Donc pour cet épisode 2, donc je suis ravie d'être entourée de très belles femmes. Donc à ma gauche, Carmen Afia, donc qui est fondatrice et formulatrice de Carmen Afia. C'est ça. À ma droite, j'ai Daba Diokane, qui est fondatrice de Dioka. Sandrine Sophie, donc fondatrice et formulatrice de Calia Nature. Et en visio, mais tout proche de nous quand même, Bernice Kosovo, fondatrice et chimiste de Hair Arbory. Donc, en tout cas, merci à toutes les quatre donc, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, pour cet épisode 2, donc, on va aborder la thématique de la coiffure et en particulier les cheveux texturés, qui est un sujet très important qu'on a pu voir qu'à travers les années, c'est une question qui est importante et dont le sujet s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Et donc, j'ai fait appel à ces 4 femmes pour évoquer ce sujet-là et voir leur point de vue par rapport à ça et du coup, comment elles en sont venues à monter leurs entreprises. Je vais commencer par Carmen, du coup. Donc, je vais vous laisser chacune expliquer, du coup, comment vous êtes venue à monter votre entreprise et pourquoi, justement, le domaine de la coiffure. Oula. Ça va être long, non? Faut bien commencer quelque part. D'accord, moi je vais me présenter. Donc Carmen Robert, mon nom. Fondatrice de la marque Carmen Afia. Afia qui veut tout simplement dire santé en swahili. Carmen Afia, c'est une marque de produits capillaires, naturels et bio, à base de fruits et légumes du terroir africain. Alors, pour pouvoir prendre soin du type de cheveux dites texturés, donc crépus, frisés, bouclés, d'une manière saine. Alors, comment Carmen Afia est arrivée? Oula, là, 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 là. Moi, je suis comptable de formation, donc j'étais comptable, donc je travaillais dans la comptabilité. Il s'avère qu'à un moment donné, je m'ennuyais un peu, on va dire, dans ce métier-là. Et j'ai commencé à chercher, au fait, parce que je savais que tout le monde avait forcément un don et un talent, en tout cas de ce que moi, j'ai reçu d'une prédication à l'église. Donc, j'étais en train de chercher mon talent. Et inconsciemment, je le voyais pas, en fait. Et tous les samedis, en fait, c'était un moment pour moi réservé aux cheveux. Donc, tous les samedis, j'étais dans les salons de coiffure pour me faire un soin, un brushing, parce que c'est comme ça que j'allais travailler, quoi. Mais c'était... je ratais pas un samedi. Le samedi était réservé, c'était mon rituel, c'était mon moment, c'était mes cheveux. Et... il s'avère que dans cette recherche-là, j'ai commencé vraiment à chercher ce qui me passionnait le plus. Et de là, je me suis rendu compte que c'était les cheveux. Et de là, j'ai commencé au fait à rechercher, à voyager, parce qu'effectivement, je défrisais mes cheveux à l'époque. Donc, j'ai arrêté de défriser, il n'y avait pas de phénomène encore ou quoi que ce soit. Et j'ai voulu en fait rechercher comment prendre soin de mon type de cheveux. Donc, moi, je suis d'origine congolaise. Alors, du coup, je suis repartie dans mon pays. J'ai fait plusieurs pays. J'ai commencé par la Martinique, donc je suis partie en Martinique. Ensuite, je suis partie aux États-Unis et ensuite, je suis repartie à la source, dans mon pays. D'accord. Et c'est là que tout a commencé. Super. Et vous, de votre côté? Moi, je suis Sandrine, j'ai 47 ans. J'ai travaillé pendant de très longues années dans un grand groupe. Alors, je rejoins un petit peu Carmen, parce qu'on est dans les chiffres également, mais moi, j'étais au contrôle de gestion, donc de ce numéro 1 des cosmétiques mondiales. Et à l'époque, je défrisais mes cheveux aussi. J'avais une bonne appétence pour les cosmétiques. Et le déclic a eu lieu quand ma fille, ici présente, Nila, est née très grand préma avec des problématiques de santé à la naissance. Et à l'époque, j'étais dans une transition psychologique de ma consommation. Donc, faire attention à sa consommation. J'ai été éduquée aux Antilles, parce que je viens de la Martinique, par mes grands-parents. Ma mère m'a eue très jeune, à 18 ans.
Et donc, j'ai été pendant longtemps accompagnée par ma grand-mère qui était très connue en Martinique, qui faisait des préparations à base de plantes, de fleurs qu'elle vendait sur le marché couvert. Et ça berçait toute mon enfance. Et c'est pour ça que j'avais cette appétence pour les cosmétiques. Et quand Nila a eu ses problèmes de santé, tout simplement, j'ai voulu aller dans les magasins bio et naturels. Tout ce que je trouvais n'était pas adapté aux cheveux texturés. Et donc, j'ai commencé à formuler pour ma fille en me basant sur les recettes de ma grand-mère. Et après, j'ai voulu pousser le travail un peu plus loin. Parce qu'au fur et à mesure, je me suis dit, je ne pouvais pas continuer à défriser et proposer des soins naturels à ma fille. Il y avait une incohérence, en tout cas dans le discours et surtout dans l'éducation que je souhaitais lui apporter. C'est-à-dire comment elle lui faire apprécier son cheveu naturel si sa mère ne les porte pas au naturel. Donc j'ai commencé aussi par faire une transition, adapter des produits pour mes cheveux en transition. Et le déclic a eu lieu à New York, 2005. Je me faisais arrêter par des Afro-Américaines plein hiver qui touchaient mes cheveux. Alors oui, ça existe entre consoeurs. Et qui disaient, mais waouh, qu'est-ce que t'as mis dans tes cheveux? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible que ça soit aussi doux avec ce temps. Et mon mari m'a dit, mais il y a un problème. On est quand même dans le pays où il y a le plus de produits adaptés pour ton type de cheveux. Et elle se pose encore la question, c'est qu'il y a vraiment... quelque chose à faire. Bien sûr. Et donc, c'est mon mari qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'était pas forcément un souhait. C'est vrai que j'étais dans un emploi confortable avec tout ce qui comporte le côté confortable, mais pas épanoui professionnellement. Ouais, et pour lancer ma structure, je ne voulais pas faire appel à des laboratoires. Pourquoi? Parce que quand je les ai sollicités à l'époque, avec mes matières premières, on me refusait mes matières premières, parce qu'elles n'étaient pas dans leur catalogue. La sapote, le cucuy, le yangou, tout ça, c'est des matières premières que certains laboratoires ne connaissaient pas. Et donc, qu'à cela tienne, quand on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Je me suis formée. Je me suis formée à la formulation des cosmétiques bio et naturels et au réglementaire des cosmétiques. Et j'ai créé mon premier laboratoire dans le sous-sol de ma maison. Là, nous sommes au 3e laboratoire, donc le lab V3, des locaux de 700 mètres carrés avec plus de 160 mètres carrés de laboratoire, une équipe. Nous sommes une quinzaine maintenant. Okay. Et on va fêter les 7 ans de Kaya Nature au mois de décembre. Yes. Voilà. Merci. Moi, c'est Daba, j'ai 33 ans et moi, donc, j'ai créé Dioka. Donc, je ne suis pas dans les cosmétiques. Moi, je suis plus du côté marketing et salon de coiffure. J'ai créé Dioka il y a maintenant un peu plus de 2 ans et ça venait vraiment pour moi d'un constat personnel et d'expérience en fait personnelle avec le coiffeur. En fait, j'avais des bonnes expériences et surtout, malheureusement, des mauvaises expériences. Et c'était à chaque fois le hasard. Je ne savais jamais où j'allais tomber. Je ne savais jamais quelle sauce, entre guillemets, j'allais être mangée lorsque je passais la porte d'un salon de coiffure. Et ça s'est encore plus aggravé quand je suis passée au naturel. Donc moi, j'ai défrisé mes cheveux pendant longtemps. Ensuite, j'ai porté des tissages, je me faisais des tresses. Et c'est vraiment lorsque j'ai commencé à porter mes cheveux au naturel que ça a été encore plus compliqué de savoir où je pouvais aller me faire coiffer et surtout d'aller chez le coiffeur sans appréhension. C'était vraiment ça l'expérience du coup que j'ai vécue. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un site internet qui référencerait uniquement les bonnes adresses. Uniquement des bonnes adresses dans lesquelles je suis sûre, d'un point de vue perso d'abord, où je serai bien accueillie. On ne va pas regarder mes cheveux en haussant les yeux ou en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?» J'aurai vraiment une expérience qui soit qualitative et où je serai contente de ce qu'on a fait avec mes cheveux et une expérience où vraiment j'aurais passé un bon moment, en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça que Dioka est né, il y a 2 ans. Moi, le concept, c'est vraiment de donner de la visibilité à des salons de coiffure et des professionnels qui sont véritablement experts dans leur domaine. Il faut savoir qu'en France, les cheveux texturés n'apparaissent pas au programme en fait, de formation de coiffure. Donc lorsqu'on veut devenir coiffeur ou coiffeuse et qu'on passe le CAP, on n'apprend que sur cheveux lisses. Donc en fait, les salons de coiffure et les professionnels avec lesquels je travaille sont des personnes qui se sont formées en France, donc qui ont cette connaissance basique, entre guillemets, du cheveu et qui ont été frustrés de pas avoir l'intégralité en fait des connaissances en fait en termes de cheveux et qui sont partis se former en Angleterre, aux États-Unis ou aux Antilles pour vraiment compléter leur formation. Donc en fait, ce sont même pas des salons de coiffure qui sont spécialistes du cheveu texturé, ce sont des coiffeurs tout court qui savent au final s'occuper de tous les types de cheveux.
du lisse au crépus. À la base, je viens du marketing. Je leur donne, l'idée c'est d'essayer de leur donner plus de visibilité, de montrer leur travail et de montrer qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment passionnés de la coiffure. Voilà. Super, on en a besoin de toute façon. Et pour toi, Bernice? Oui, alors du coup, moi, je suis la fondatrice d'Air Arbory. Alors moi, je suis issue du milieu scientifique, je suis chimiste de formation, donc j'ai fait toutes mes études en chimie verte et j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des matières premières notamment. Des matières premières notamment pour l'industrie cosmétique, et c'est en voyageant aussi que j'ai eu le déclic de lancer du coup la marque, tout simplement parce que moi je me suis aperçue que en vivant dans un climat différent, mes cheveux ne réagissaient pas de la même façon aux produits que j'utilisais, je devais adapter ma routine capillaire. Et du coup, je me suis posé la question de comprendre scientifiquement pourquoi, du coup, dans un tel environnement, alors que la nature de mes cheveux n'avait pas changé, pourquoi j'avais besoin d'adapter ma routine. De là a commencé cette idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, pendant 2 ans, j'ai mené des recherches en laboratoire, vraiment sur l'aspect scientifique du cheveu texturé, comment il réagissait dans différents environnements climatiques, dans différents climats. Donc, il y a eu un travail de fond vraiment sur la théorie pour vraiment pouvoir sélectionner du coup les matières premières, puisque c'était mon domaine de prédilection. Donc 2 ans de R&D en laboratoire, et avant de créer il y a tout juste 1 an la marque Air Arbory, qui propose notamment des soins, des routines qui sont adaptées du coup au climat dans lequel on vit et au type de boucle du consommateur. Voilà, une toute jeune marque qui vient d'être créée. Je tenais, moi, à faire en tout cas les formulations. Donc nous, les formulations sont faites aussi en interne. On a notre laboratoire qu'on a gardé depuis maintenant 3 ans. Et du coup, on sélectionne des matières premières qui nous tiennent à cœur, et bien sûr également inspirées de tout ce qui est pharmacopée traditionnelle, principalement d'Afrique subsaharienne, d'Inde, des Antilles et éventuellement même d'Amérique du Sud des fois, avec des produits naturels et adaptés à l'environnement climatique du consommateur. Question suivante, ça va être surtout à Carmen, Sandrine et Bernice, parce qu'on voit clairement que de toute façon, il y a un vrai besoin, c'est vraiment une vraie question, et je pense qu'avec les années, je pense que ça va tendre vers s'améliorer, du moins je l'espère, mais il y a tout un travail de fond. Quel est votre process en fait? C'est-à-dire, par exemple, parce que de toute façon, il y a cheveux crépus, cheveux crépus, enfin voilà, on n'a pas toute la même texture, la même il y a cette histoire de porosité aussi. Comment vous faites pour sourcer les bons produits pour justement se dire ça va être adapté à tous les types de chevelure en fait? Déjà, il faut savoir quelque chose d'assez important, et je rejoins ce que disait Daba sur le fait qu'en France, on n'ait pas de formation sur le cheveu texturé, alors que cette texture, le cheveu ondulé, bouclé, frisé, crépus, représente 60% de la population mondiale. Donc il y a un vrai manque par rapport à la population mondiale et la formation initiale des coiffeurs par rapport à ce type de cheveux. Beaucoup de femmes défrisaient ou lissaient leurs cheveux. Donc, je ne vais pas revenir sur la dernière annonce qui a été faite aux États-Unis sur les risques engendrés sur des cancers de l'utérus chez les femmes afro-américaines par l'utilisation abusive pas abusive, mais régulière en tout cas, des frisages. Mais il faut savoir que beaucoup de femmes faisaient du déni, c'est-à-dire qu'elles pensaient qu'elles n'avaient pas un beau cheveu, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas le bon produit pour les mettre en valeur, pour les sublimer. Et je rejoins aussi sur le climat, qui est très important, parce que c'est vrai qu'on est moins touché quand on est dans la Caraïbe ou dans l'Afrique par ce climat humide qui est vraiment adapté à notre typologie de cheveux et de ses besoins. Et maintenant, avec les problématiques de pollution, même aux Antilles, on a le problème de sable qui vient du Sahara et qui affecte aussi une bonne hydratation du cheveu. Donc, il est vraiment important de prendre en compte tous ces aspects. Et le retour aux sources, au naturel,
naturel et des matières premières vont être essentiels. Pourquoi ? Parce que c'est un juste retour des choses. La nature nous fournit exactement ce dont on a besoin. Il suffit juste d'aller chercher, d'aller piocher. La plupart des industriels se cantonnent à la chimie et aux ingrédients qu'ils ont ou à développer des ingrédients parce qu'il y a une question de coût derrière. Ce qu'on fabrique est beaucoup moins coûteux que ce que la nature fait pousser. Et donc, on va dénigrer des matières premières parce que y a des problématiques de production, on n'aura pas les mêmes quantités, les prix varient énormément. On le voit avec la crise en Ukraine et le tournesol, où là, je vois, moi, en achetant mes matières premières, par exemple, le pépin de raisin, qui est une matière que j'utilisais, qui était à 2,33 et qui passe à quasiment 5 euros maintenant. Voilà, ce risque-là, les industriels ne veulent pas le prendre, que nous, on le prend effectivement parce qu'on veut donner une meilleure qualité de produit à nos clients. Et sourcer des matières premières, ça va être essentiel. Donc, voyager. Maintenant, c'est vrai aussi qu'avec les réseaux sociaux, la communication digitale, etc., on peut avoir accès facilement à des producteurs, se faire envoyer des échantillons, faire des tests, faire des analyses. Mais il faut savoir aussi que la France est un des pays les plus réglementés en termes de réglementation des cosmétiques. Et créer un laboratoire, c'est aussi suivre tout un processus long et fastidieux. Et une production d'un produit ne peut pas se faire, en tout cas, en un mois. Il y a vraiment plein de process, ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, le dossier d'information produit, qui sont essentiels aussi à la sécurité du consommateur. Et acheter des produits avec un certain coût, c'est aussi se fier à la qualité des produits et des matières premières que l'on peut proposer. Moi, je suis d'accord avec... Okay. Je suis d'accord avec Sandrine, c'est vraiment un retour aux sources. Et comme elle a su bien le dire, au fait, c'est juste parce qu'au fait, on n'avait pas l'information et on n'avait pas les produits aussi qu'il fallait pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. Et donc, du coup, on avait l'impression qu'on n'avait pas des beaux cheveux. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, en tout cas, et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici, moi, je suis très fière d'avoir ce type de cheveux parce qu'on peut faire énormément de choses. Si on a envie de les avoir lisses, un brushing suffit. On n'a pas forcément besoin de les transformer chimiquement. Moi, je suis contente aussi parce que c'est vraiment ce que moi, je pense. Moi, par exemple, au niveau de mes cheveux, j'ai plusieurs textures. Je pense qu'on est nombreux aussi à avoir plusieurs textures sur la tête. Devant, ils vont être un peu plus lisses. Derrière, au milieu, ils vont être très crépus. Derrière, ils vont être plutôt bouclés, frisés. Donc, du coup, on a plusieurs textures. Donc, moi, je pars du principe qu'une marque ne peut pas répondre à tout type de cheveux. Parce que sinon, on créerait beaucoup de produits. Donc, il y aura beaucoup de shampoings, beaucoup d'après-shampoings, parce que ce qui peut m'aller à moi va peut-être pas aller à Sandrine ou peut-être pas à Daba ou peut-être pas à toi. Donc, du coup, ça, c'est bien, je pense, qu'il y ait plusieurs marques pour que tout le monde puisse trouver ce dont son cheveu a besoin parce qu'on a différentes textures. Donc, je ne veux pas, du coup, développer parce que pour moi, Sandrine, elle a tout dit. Hein. C'est comme un plat. Hein. On ne se verrait pas manger le même plat tous les jours, tout le temps. Donc, c'est vrai que le consommateur fait son propre jugement sur les produits et souvent, il va mélanger des marques entre elles. Et c'est ce que je dis, moi, dans le principe, et j'en ai parlé avec aussi une autre marque de cosmétiques capillaires pour cheveux texturés, c'est qu'on devrait être une force et pas être en concurrence parce que nos vraies concurrences, ce ne sont pas nous. Non. Ce sont les plus grands. Et en réalité, ce marché vaut 6 milliards. Ce marché vaut 6 milliards. Et personnellement, je préfère que 6 milliards soient répartis entre nous qu'entre eux, entre guillemets. Parce que on est des dignes représentantes aussi des besoins. Carrément. Et on comprend aussi très bien, ce qui n'est pas forcément le cas des grands groupes pour y avoir travaillé et pour avoir essayé de combattre un petit peu leurs idées préconçues, c'est qu'ils ne comprennent pas, alors que nous, on comprend très bien nos besoins. Moi, je vous rejoins totalement. Je suis d'accord avec Sandrine et Carmen dans le sens où, effectivement, de facto, on est nous-mêmes sujets à mieux comprendre nos besoins. Et c'est ce que je dis. Il faut, je pense, beaucoup d'inclusivité dans tous les pans de ces entreprises, de la formulation, du laboratoire jusqu'à la commercialisation, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en effet, de facto, on a plusieurs textures de cheveux sur un cheveu. En fonction de notre localisation géographique, on a des besoins différents.
physiologiquement, on a également des besoins différents. Donc, c'est vrai que beaucoup de consommateurs tendent à mixer plusieurs marques, plusieurs produits, parce que un produit peut aller, je sais pas, pendant une période, et puis en fonction de son évolution physiologique ou de l'évolution du climat dans lequel on vit, on peut avoir des besoins différents, et donc un autre produit d'une autre marque peut venir répondre à ce besoin-là. Et effectivement, juste pour revenir sur la partie réglementaire, c'est vrai que nous, en Union européenne, on est l'une des zones géographiques qui est la plus réglementée, et notamment sur tout ce qui est matières premières et produits, tout simplement parce qu'on pense à la sécurité du consommateur. Je dirais, il était temps. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, effectivement, ça l'est. Et heureusement, mais effectivement, il y a tout un travail derrière de recherche. Je pense que ce qui a permis aussi de faire évoluer le marché, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de recherches scientifiques sur le cheveu texturé pour vraiment comprendre tout ce qui est, comment il fonctionne, en termes de biologie, comment ça fonctionne, et ce qui permet effectivement de nous d'adapter les formules à nos besoins, tout en ayant cette volonté effectivement de revenir aux sources, parce que voilà, on n'oublie pas non plus nos origines, et effectivement, on a envie de voir nos origines tout simplement prendre le lead en fait sur ce marché-là également. Donc voilà, je vous rejoins totalement. Excellent. Et du coup, vous voyez les choses comment d'ici, on va dire, ne serait-ce 5 ans? Peut-être quelque part un travail de sensibilisation. Donc, est-ce qu'il y a peut-être, vous dites un jour, peut-être, il y aura un des grands groupes qui va avoir cette réelle prise de conscience et de se dire, en effet, ce que vous faites, voilà, il y a vraiment un travail de fond, de réflexion sur tout ce qui est travail de cheveux texturés. Est-ce que, par exemple, un jour, un grand groupe vous approche et vous dit, on veut collaborer avec vous? Qu'est-ce que vous répondriez, par exemple? Moi, pour y avoir travaillé, je sais que ça serait une forme d'hypocrisie. Parce qu'en règle générale, un grand groupe, quand il s'intéresse à une marque, c'est pas pour le sujet, c'est plus pour le business. Ouais. Et je pense que ce qui fait nos valeurs ajoutées à nous, femmes afrodescendantes qui se lançons un petit peu dans les cosmétiques, c'est qu'on a une valeur qui est essentielle, c'est l'accompagnement. Ce que ne vont pas avoir ces grands groupes qui vont plutôt mettre des produits sur le marché pour vendre, alors que nous, derrière, il y a un sujet qui est essentiel, c'est la compréhension, l'accompagnement et l'éducation. C'est quelque chose qui nous a fortement manqué. On nous a toujours laissé croire que nos cheveux n'étaient pas valorisés, n'étaient pas beaux et on manquait de représentativité. On en a de plus en plus. On a des petites filles maintenant qui se trouvent jolies avec leurs cheveux et n'ont plus envie de ressembler à Réponse, simplement parce qu'on passe par une phase d'éducation et de compréhension aussi, de dire non, ton cheveu, il est comme ça. Il est différent de ton voisin ou de ta voisine, mais parce que c'est ton cheveu et que c'est ta couronne et il faut l'apprécier et lui donner les soins et les produits adaptés. Et ça passe aussi par l'amour de son cheveu. C'est-à-dire que si on est toujours dans le dénigrement et de ne pas apprécier son cheveu, quels que soient les produits, on ne va jamais les trouver beaux. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent au naturel et qui retournent au défrisage parce que l'acceptation n'a pas été complète. Donc, je pense que c'est cette différence qui va marquer les grands groupes. Et maintenant, les consommateurs sont plus des consomme-acteurs. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment savoir qui sont derrière les marques, s'approprier une marque, connaître l'histoire de la marque et connaître les fondateurs. C'est pour ça aussi que l'histoire, elle a son importance, mais la compréhension l'est encore plus. Complètement. C'est hyper intéressant ce que Sandrine elle dit. C'est important, en effet, de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Moi, je me rends compte aussi lorsque je visite les salons de coiffure, tous les salons de coiffure avec lesquels je travaille, j'ai en fait, j'ai échangé avec les fondateurs, les fondatrices, les membres des équipes et tout pour comprendre pourquoi ils avaient commencé à se former sur le cheveu texturé. Parce que, comme je le répète, c'est pas la base de leur apprentissage. Et certains me disent clairement, on a compris qu'il y avait un credo, donc on va y aller. Et ça va être problématique, en fait, parce que c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est pas qu'une question de technique. C'est une question, comme tu l'as dit, Sandrine, d'accompagnement, de véritable compréhension de la cliente. La cliente qui vient dans un salon de coiffure, qui a des cheveux frisés, qui s'assoit, elle va pas avoir le même comportement, la même attitude qu'une personne qui a des cheveux lisses et qui va au salon de coiffure depuis son plus jeune âge. C'est souvent une cliente qui a peur, qui a besoin d'être rassurée, qui a énormément de questions sur ses propres cheveux,
ou au contraire qui s'y connaît très bien sur ses cheveux. Aussi, Et maintenant. donc, ce sera difficile de pouvoir lui raconter n'importe quoi. Exactement. Et moi, je sais que c'est également le travail que je fais justement avec les salons de coiffure pour bien comprendre le pourquoi du comment. Et en général, on s'en rend vite compte, ceux qui ont une véritable envie de faire changer les choses et une vraie attention vers la cliente, et ceux qui le font uniquement pour le marché que ça représente. Je rejoins Sandrine aussi parce que je pense que je suis contente parce qu'en fait, on le fait vraiment du fait que je rejoigne à chaque fois. C'est qu'on a, on a le même combat, en fait. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est qu'au départ, quand on le fait pas pour d'autres personnes, on le fait déjà pour nous. Moi, je pars du principe que ce que tu vas donner aux autres, si tu ne le fais pas toi, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, si tu le fais, voilà. De sincérité. Tu fais peut-être exactement un manque de sincérité. À un moment Tu donné. le fais peut-être juste pour le business. Alors que nous, on veut vraiment répondre à un besoin. Parce qu'on a vu que chez nous, ça répondait aux besoins de notre type de cheveux et que beaucoup d'autres personnes ont ce type de cheveux-là et qui se sont posé les mêmes questions que nous et qui ont eu les mêmes problèmes que nous. Donc forcément, on a envie de répondre à ce besoin-là et les accompagner. Moi, je sais que pour moi, le cheveu fait partie de tout. Il fait partie de ton corps. Il n'est pas en dehors du corps. Il est rattaché à tout ça. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des produits chimiques, il y a quand même des conséquences au niveau de la santé. Donc, on ne peut pas non plus juste vendre un produit pour le vendre. Parce que derrière, on a des enfants aussi derrière. Donc, les enfants vont utiliser ce produit-là. Ce n'est pas question que de produits capillaires. Ce n'est pas question que de beauté. C'est question aussi de santé. C'est question aussi d'éducation. C'est question aussi de valeur. Aujourd'hui, on veut s'affirmer, on veut nous s'accepter. S'accepter, c'est déjà connaître son identité, comprendre son identité, défendre son identité. Si tu ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu vas faire pour te défendre. Okay. Si tu n'aimes pas ce que tu as, je ne sais pas comment tu vas faire pour défendre ce que tu as. Donc, ce n'est pas question... Moi, je suis d'accord, je ne pense pas pouvoir m'associer parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Moi, je sais que pour pouvoir mieux accompagner, j'ai dû me refaire former dans beaucoup de choses. J'ai dû refaire des formations en nutrition parce que pour moi, tout commence de l'intérieur. J'aurais pu m'arrêter à juste faire mes produits capillaires et les vendre. Non, je veux comprendre, je veux accompagner. Je veux que les gens soient, je veux que les gens soient en meilleure santé. Pas juste vendre un produit, mais qui va nous détruire derrière comme on nous a détruit longtemps. Il y a des conséquences énormes sur tout ça. On n'en parle peut-être pas. Et peut-être pas pudeur, je ne sais pas. Mais il y a énormément... Moi, je rencontre beaucoup de femmes et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Bernice, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je voulais juste ajouter, moi je pense que je suis assez optimiste pour les prochaines années. Voilà, parce que je vois de génération en génération, même quand je compare par exemple les mentalités que pouvaient avoir ma maman, mes tantes, et la mentalité que peut peut-être aussi avoir ma petite sœur, enfin mes petites sœurs. Je vois qu'il y a quand même du changement et j'ai envie d'être optimiste pour la suite. Je me dis que la génération qui arrive est bien éveillée, que nous, en tant que marque, on a... je dirais que c'est même une responsabilité, en fait, d'être transparent, de les éduquer sur ces sujets-là. Et donc, je pense que les futures générations sauront s'accepter, sauront accepter leur nature de cheveux. Et du coup, moi, je sais pas si demain je pourrais m'associer avec un grand groupe ou pas. Ce que je sais, c'est que si je le fais, je souhaiterais le faire avec les valeurs que je défends, avec l'engagement que je défends. Et effectivement, ça demandera certainement, en tout cas... si on parle aujourd'hui en étant le 26 octobre 2022, de la transformation de ces structures. Mais voilà, je pense qu'on peut pas savoir ce qui se passera dans le futur. Et voilà, en tout cas, j'ai une ligne et j'ai une éthique qui, j'espère, rejoindra ces grands groupes si jamais un jour on décide de s'associer. Bon, aujourd'hui, c'est pas l'objectif, hein, mais voilà, on sait pas, quoi. Donc voilà. J'ai trop les grands groupes. Moi, j'ai encore mieux. C'est peut-être nous qui formerons un grand groupe. Exactement. Exactement. Ouais. Encore mieux même. Ne jamais dire jamais, de toute façon.
Super. Ma question du coup pour toi Daba, par rapport du coup à ce référencement de coiffure, est-ce qu'il y a quels sont les critères spécifiques en fait? Est-ce que c'est eux qui viennent t'approcher ou c'est les deux peut-être En fait, moi, j'ai mis en place un processus qui est assez précis. En fait, donc, soit je contacte les salons de coiffure dont j'ai l'impression qu'ils ont des valeurs qui rejoignent les miennes et qui ont l'air en tout cas de faire du bon travail sur les cheveux texturés, ou soit ce sont eux qui me contactent pour faire partie justement du label. Donc on se rencontre, on échange, moi je visite les salons aussi. Et tous, ça va prendre du temps. ouais, ça prend vachement de temps. Ça fait 3 ans que je suis sur le coup. J'ai visité en tout 115 salons dans toute la France depuis. Donc, ouais, ça prend énormément de temps. Mais en même temps, j'adore ça. J'adore rencontrer les gens. J'adore ça. Et en fonction de ça, s'ils sont OK, en effet, pour être référencés, donc moi, je propose à une cliente mystère. En fait, j'ai créé une communauté de clientes mystères qui ne sont pas des influenceuses. Ce sont des femmes comme vous et moi, voilà, lambda, entre guillemets, qui prennent rendez-vous avec les salons, comme elles le feraient par ailleurs, et ensuite qui nous font un retour précis sur différents critères. Donc, ce sont différents critères que j'ai mis en forme dans une charte de qualité avec différents points qui sont précis. Le premier, c'est vraiment le savoir-faire et l'expertise. Donc, on va travailler uniquement avec des personnes qui ont au moins le brevet professionnel. Donc, c'est le diplôme en France qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Ensuite, je sais que ce diplôme, comme j'expliquais, ne prend pas en compte le cheveu texturé. Donc ensuite, ça va vraiment être à l'appréciation de la cliente en fonction de ce qu'elle a demandé et du résultat ensuite qu'elle aura obtenu, si elle est satisfaite ou non. Et le deuxième critère, ça va être l'entretien, la décoration du salon. Je pense que, moi, je sais que je suis une partie d'une génération et je pense que je ne suis pas la seule pour qui c'est important le lieu dans lequel je vais être accueillie. Pour moi, c'est un peu comme aller au restaurant. Il faut que la nourriture doit être bonne, mais le cadre doit aussi être agréable. Et je pense qu'il y a beaucoup de salons qui font un super travail à ce niveau-là, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui pourraient encore s'améliorer à ce niveau-là. Donc c'est un critère que j'ai décidé de prendre en compte dans la charte de qualité. Le troisième critère, c'est le service client et l'expérience client. C'est important que, par exemple, les rendez-vous soient pris à l'heure, par exemple. Que lorsqu'on va dans le salon de coiffure, la coiffeuse ne soit pas en train de manger pendant qu'elle est en train de coiffer. Voilà, c'est jamais... Vous voyez ce que je veux dire? De nourriture qu'on a tous. Voilà, ce sont des éléments comme ça que la cliente mystère prendra en compte. Et que moi, de toute façon, je vais également... je me rends compte également assez vite lors des premières visites, de toute façon. Et voilà, ce sont les différents critères de la charte de qualité. Donc, elle est disponible de façon transparente sur le site. Et donc, tout le monde peut y avoir accès. Et enfin, pour moi, c'est hyper important que... le salon, donc au-delà de ces différents critères qui sont hyper importants, qui sont essentiels, on partage les mêmes valeurs que moi j'ai personnellement. Moi, mon concept s'appelle Dioka. C'est la contraction de mon nom de famille, Diokane. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait par rapport à mes expériences et par rapport aux valeurs qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire, par exemple, le respect, le professionnalisme. Il y a plein de salons de coiffure, honnêtement, que je rencontre, qui font un super travail au niveau de la technique ou des choses comme ça. Mais je me rends compte au fur et à mesure que ce sont par exemple des responsables qui ne vont pas forcément bien traiter leurs équipes. Okay. Ça, pour moi, ce n'est pas possible en fait. Ouais. Ce n'est pas possible parce que je pense que ça dénote aussi d'une façon d'être et de travailler. Et je ne comprends pas comment on peut bien s'occuper de ses clientes et pas bien prendre soin de ses équipes. Et je pense que c'est hyper important. Moi, je travaille dans le marketing, je travaille pour un grand groupe dans le luxe. Et j'étais plus vraiment en phase avec la façon de travailler, la façon de manager les équipes. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma société. Donc, c'est pas du coup pour revenir dans les travers qu'en tout cas, moi, j'ai plus eu envie de voir lors de mon ancien travail. Donc, c'est des choses aussi qui sont importantes pour moi dans la charte de qualité, dans la sélection des gens qui sont labellisés et avec lesquels je travaille.
Et ce travail de labellisation, comment c'est venu? Tu as pu le mettre en place en fait? Alors pour le coup, j'ai eu l'idée via mon ancien travail. Donc moi, j'ai développé des sacs en fait, chez Louis Vuitton. Et donc il y a vraiment tout un process de développement et tout un process de qualité pour être sûr que chaque sac, chaque produit Louis Vuitton soit vraiment parfait en tout point. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette charte de qualité. En fait. Et aujourd'hui, on travaille. Il y a 25 salons dans toute la France qui sont labellisés. Et ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Donc, moi, j'ai commencé à contacter les salons de coiffure lorsque le site n'existait même pas. Honnêtement, je ne sais pas comment je faisais. Je les appelais. Je crois qu'on était en plein confinement. En plus, c'était au tout début. Et j'avais commencé un peu à prendre contact avec certains avant. Mais voilà, je disais, voilà, mon idée, c'est de créer un annuaire de bons salons de coiffure. Il me disait, vous voulez créer en fait les pages jaunes? J'ai dit, non, c'est pas les pages jaunes, c'est les pages jaunes améliorées. C'est les pages jaunes améliorées. Tout le monde ne sera pas présent dedans. C'est vraiment une sélection exclusive, uniquement des meilleurs salons de coiffure. Et donc voilà, j'ai commencé par les contacter petit à petit. Et puis après, ça a commencé à faire un petit peu boule de neige parce qu'une fois que certains étaient référencés, d'autres me disaient, moi aussi, je veux faire partie. Et petit à petit, ça se fait comme ça. Donc, j'ai commencé par Paris, ensuite Lyon. Et petit à petit, du coup, je regarde un peu ce qui se passe dans les autres villes de France. Mais je pense que je vais bientôt arriver au bout. Tellement. Heureusement. Est-ce que tu références aussi les coiffeuses à domicile, enfin coiffeurs à domicile? Oui, je travaille aussi avec des professionnels qui travaillent à domicile, tant qu'en fait elles respectent cette charte de qualité, elles sont tout à fait éligibles justement au label. Tout à fait. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des salons qui s'adaptent à ta charte de qualité pour apparaître dans Dioka? Alors, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place en fait petit à petit. Justement au niveau de tout ce qui est entretien du salon et aussi service client. Justement, il y a des salons donc je leur présente la charte de qualité, les clientes nous font des retours et lorsque justement il y a un retour qui dit que tel critère ou tel critère n'a pas forcément été à la hauteur, là du coup je vais également en effet accompagner le salon pour améliorer cette partie-là. L'idée c'est vraiment, moi, mon objectif, au final, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de salons de coiffure qualitatifs en France. Donc, que de plus en plus ouvrent leurs adresses et que de plus en plus parviennent à développer encore plus leur activité en améliorant leurs services existants par la formation, par une plus jolie décoration, par la mise en place d'outils de réservation, de choses comme ça. Oui, parce que on est professionnel de la coiffure, mais après, on n'a pas forcément d'appétence en communication, en déco. Et c'est vrai que ça peut être des manques pour certains, Complètement. Pour certains salons. Donc, Complètement. Et ça peut faire perdre une clientèle. Complètement. Je constate de plus en plus avec tous les salons que j'ai visités. Certains font du super travail. Mais ils n'arrivent pas à remplir leur agenda. Sauf qu'en France, il y a, donc, comme tu disais, Sandrine, il y a 6 femmes sur 10 qui ont des cheveux texturés. Donc, on est quand même beaucoup. Et donc, moi, aujourd'hui, à Dell, je travaille avec 25 salons de coiffure. Et je sais qu'en France, il y en a plus ou moins autour de 300, on va dire. Sauf qu'il n'y en a pas assez pour s'occuper de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont une expertise et qui travaillent bien, s'ils n'arrivent pas à remplir leur agenda, comme ils le souhaitent en tout cas, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Parce que les autres sont surbookés. Exactement. Il y a de très grosses différences en fait de performance commerciale entre certains salons. Certains ont 2 mois, 3 mois d'attente pour pouvoir booker un rendez-vous et d'autres peinent à remplir leur agenda. Et ça n'a rien à voir avec la zone géographique pour le coup? Ah non. Non. Ça peut être la communication. C'est la communication. Souvent, c'est la communication. Oui. Souvent, c'est la communication. Certains n'ont même pas de site internet. Certains n'ont même pas Instagram. Donc, moi, je sais que je les trouve parce que c'est mon métier. Donc, je passe du temps à prospecter, à chercher les salons tout le temps. Ouais, mais le client, il n'a pas le temps. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais même encore, moi, j'ai des clientes qui me disent encore à Paris, « Ah, mais il n'y a pas de salon pour les cheveux texturés. » À Paris. Non. Surtout pas à Paris. Surtout à Paris. Non, il n'y en a pas. Moi, je t'en donne 10 comme ça, au pied levé. C'est pas possible. Et voilà. Et souvent, en effet, moi, l'idée, c'est vraiment aussi de les accompagner davantage sur ces sujets-là de communication et de marketing pour qu'ils soient plus visibles. Parce que c'est pas normal. Ils devraient vivre de leur passion
Tout à comme ils fait. le souhaitent. Puis avoir une certaine parité, quoi, un bon équilibre. Un bon Parce qu'on équilibre. ne peut pas attendre 3 mois d'aller dans un salon pour se faire coiffer s'il y en a un bon, mais qu'on ne connaît pas et qui pourrait nous prendre. Complètement. Moi, j'ai eu ce problème dernièrement parce que je vous ai raconté un petit peu ma petite histoire et je cherchais un salon pour me faire couper les cheveux. Et la plupart que je connaissais sur Booké m'ont dit on n'a pas de disponibilité. Donc, je me suis coupé les cheveux toute seule. Et donc, je trouve ça dommage, effectivement, qu'on n'ait pas suffisamment, que certains n'aient pas suffisamment de communication pour se dire il y en a un pas loin de chez moi qui travaille bien et où je peux me rendre sans attendre 2-3 mois pour une urgence. Mais ils ne se rendent pas compte de l'or qu'ils ont entre les mains. C'est terrible. C'est terrible. Mais il ne faut pas que ça soit un business. Il faut que ça soit vraiment un accompagnement. Non, mais complètement, c'est ça. Même si, effectivement, on est là pour vivre. On ne va pas se le cacher. En en effet, il y a un équilibre. Mais moi, je rencontre vraiment des gens qui sont vraiment passionnés. Oui, bien sûr. Ils me disent, je ne sais plus quoi faire. Les clientes, depuis le Covid, elles ne veulent plus venir. Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a j'ai beaucoup de travail encore. Mais c'est bien parce que tu vois, c'est vrai que sur Paris, il y a de plus en plus, en tout cas, de salons de coiffure, que ce soit, moi je distingue salon de coiffure pour se faire des coiffures et salon de coiffure pour faire du soin. Mais c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, en banlieue ou même dans certaines provinces, les gens n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il peut y avoir autour. Soit parce que, effectivement, les salons de coiffure sont mal référencés ou ne sont pas visibles, soit parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de formation de ce qui existe autour, quoi. Donc c'est vraiment un réel besoin. Complètement. Moi, j'appelle ça les déserts capillaires. Il y a des véritables déserts capillaires en France. Moi, j'ai des clientes, des abonnés qui m'envoient des messages. J'habite à Metz, j'habite dans le sud, où est-ce que je peux aller ? Et pour autant, j'ai déjà pris du temps à chercher. Il n'y a pas de professionnels qui savent s'en occuper. Après, la communication, le marketing, c'est particulier parce que ça reste un vrai métier et c'est pas leur formation non plus. Donc c'est normal aussi qu'il y ait ce manque-là. Eux, ils ont appris la coiffure, la gestion d'une clientèle, d'un établissement de coiffure. Donc c'est normal. Exactement. Donc l'idée, moi, ce que je leur propose, c'est venez, on collabore. Moi, je suis pas coiffeuse, je donne pas de conseils capillaires, clairement. Et par contre, sur le marketing et la communication, là-dessus, je peux vous aider. Donc, venez, on collabore ensemble et vous verrez que, en effet, vous allez avoir de plus en plus de clientes, quoi. D'ailleurs, pour rebondir sur la question de Sandrine, et je crois que tu avais posté un article récemment sur LinkedIn par rapport au coiffeur, le manque de coiffeurs. Au niveau de Fashion Week, des mannequins, que c'est vraiment déplorable. Oui. Et du coup, je me demande si c'est quelque chose auquel tu avais peut-être pensé, de référencer des coiffeurs et coiffeuses professionnels qui seraient dédiés justement pour l'univers de la mode, quoi. Oui, j'y ai pensé. Il y a clairement quelque chose à faire là-dedans. Moi, j'ai vraiment créé Dioka pour en finir avec les galères capillaires. Toutes les galères capillaires. Et celles des mannequins sur les shootings, etc. Ça en fait partie. Et c'est terrible. Et moi, ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est que en plus, elles sont là pour montrer une direction artistique d'une marque. Donc, même d'un point de vue d'un créateur ou d'une créatrice, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Et je pense que ça vient encore une fois d'une méconnaissance du fait que tous les coiffeurs et coiffeuses ne sont pas formés. Bien sûr. Et oui, c'est clairement un axe de développement. Mais pour l'instant, je suis toute seule à gérer tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent s'associer, je suis partant parce que moi, j'ai plein d'idées. Il y a plein de choses à faire. Donc, voilà, j'en profite pour lancer un appel. Parce que du coup, il n'y a vraiment que toi. T'as pas de... Alors, je travaille avec une alternante qui m'aide donc, sur la communication et la gestion du site internet. Mais sinon, oui, c'est moi. Voilà. Donc, toutes les visites que tu as fait, que toi uniquement. Oui. Ah, bravo. Merci. Donc, appel à candidature au cas où. Voilà. Si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des choses personnelles à évoquer, de par votre entreprise.
Moi, si, il y a quelque chose que je voudrais dire par rapport à l'évolution un peu de la coiffure d'un point de vue établissement en sein de coiffure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important et qui doit vraiment être pris en compte par les coiffeurs et coiffeuses, c'est vraiment la formation. En fait, aujourd'hui, il y a encore trop peu de coiffeurs et de coiffeuses qui sont formés. Et il y a de plus en plus de personnes qui proposent en fait des formations pour les cheveux texturés. Donc, il y en a de plus en plus pour la coupe, notamment, parce que la coupe, c'est vraiment le sujet, je pense, numéro 1 en termes d'apprentissage. Il y en a de plus en plus. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, formez-vous, n'ayez pas peur. Ou de se reformer. Oui. Parce que des gens, une fois qu'ils ont leur formation de base, ils restent 20 ans, 30 ans comme ça. Alors qu'il y a plein de choses qui évoluent et se former régulièrement, se mettre au goût du jour, entre guillemets. Je trouve que c'est essentiel, en tout cas, pour la pérennité, en tout cas, de son entreprise. Ouais. Je pense que c'est indispensable. Parce que, pourquoi c'est indispensable ? Car les clientes, en fait, elles sont exigeantes, elles ont raison, et elles vont l'être de plus en plus. Consommateurs. Exactement. C'est exactement ce que tu disais, Sandrine. Et au bout d'un moment, en fait, je pense que tous ces salons, s'ils veulent continuer à perdurer, etc., je pense véritablement qu'ils n'ont plus le choix. Parce que là, on parle des cheveux texturés, c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Mais moi, j'ai plein d'amis qui ont des cheveux lisses, qui sont blanches. Et ben, même elles, en vrai, parfois, elles n'aiment pas me chez le coiffeur. De façon générale, la coiffure, c'est plus tellement un domaine hyper dynamique et qui attire. Donc vraiment, de façon générale, il faut vraiment qu'ils se modernisent, aux attentes en tout cas de leur clientèle. Voilà, si elles veulent vraiment répondre à un besoin, forcément, il faut se faire former. Et c'est un métier de... Comme on disait déjà pendant le confinement, là, de première nécessité. Voilà. On a besoin, on continuera d'aller par A ou B. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et je voulais juste quand même faire aussi un big up quand même à tous les salons de coiffure qui font du super travail. Parce qu'il y en a. Voilà, je voudrais juste du coup leur faire un petit mot. Et qui prennent le temps, et qui sont dans la pédagogie aussi. Et il y a de plus en plus aussi de salons dédiés pour les enfants. Je trouve ça bien, ou de journées consacrées aux enfants, parce que ce sont de futurs consommateurs, certes, mais c'est aussi en commençant très petit qu'on éduque sur le cheveu et la façon dont on doit faire une routine. C'est vrai que maintenant, c'est ancré dans les mœurs de parler de routine, mais avant, ça n'était pas le cas. Moi, je suis une ancienne génération où le coup de peigne sur le doigt, j'en ai reçu pas mal, parce que à l'époque, on tirait et on faisait pas attention ou acte à son cheveu, alors que le cheveu texturé, c'est celui qui est le moins profondément implanté dans le cuir chevelu. Le follicule pileux, il est implanté à 1, 2, voire 3 mm, contre 5-6 chez les caucasiennes, ou voire 8-9 chez les asiatiques. Donc, si on apprend déjà dès le départ à avoir des gestes qui ne sont pas invasifs, qui ne sont pas du tiraillement sur le cheveu, on évite aussi, on n'en a pas parlé, mais la problématique des chutes de cheveux, d'alopécie, qui sont plus fréquents chez des personnes aux cheveux plutôt afro que le reste de la population. Donc la pédagogie très jeune, je trouve qu'elle est essentielle, et il y a des salons de coiffure qui commencent à le faire, et je trouve ça bien. Est-ce que tu as même vu par rapport au salon de coiffure des évolutions par rapport même aux produits qu'ils achètent, s'ils essaient de plus en plus d'acheter des produits naturels? Complètement. Des produits naturels de 1. Et aussi, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est des produits vraiment adaptés pour le cheveu vraiment crépus, qui a tendance à être un peu plus sec. Donc, il y a de plus en plus de marques qui sont de plus en plus connues pour le cheveu bouclé, frisé. Mais je pense que crépus, encore un petit peu moins, légèrement moins. Et ça, en effet, il y a une vraie évolution par rapport à ça. Donc, c'est hyper positif. Et moi, je fais que parler. Donc, on est là pour ça. Non, mais pour le futur, ce que moi je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus, puisque je suis marraine dans une association qui accompagne les femmes qui veulent en tout cas devenir entrepreneurs. Et je trouve qu'on n'est pas suffisamment représentés. Il y en a un petit peu plus maintenant, mais à mon époque, j'avais pas de représentativité en France. On en a beaucoup aux États-Unis, les Ofra, toutes celles qui réussissent aux États-Unis, et pas que dans le secteur de la beauté. Je trouve qu'on ne nous met pas suffisamment en avant, donc il n'y a pas beaucoup de représentativité. Et de plus en plus, on le voit aussi avec le travail que fait Kelly Massol, avec la marque Les Secrets de Loli, c'est qu'on commence à nous voir.
On commence à créer de la visibilité. Et c'est ça qui est important, c'est d'être de plus en plus nombreuses. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à nos enfants, mais il faut leur apprendre à vouloir devenir CEO plus tard et pas forcément des sous-métiers. Alors, quand je dis sous-métiers, on a besoin de tous les métiers, ils sont essentiels. Mais en tout cas, d'avoir la niaque de vouloir entreprendre plus tard. Tout à fait. Parce que moi, je suis devenue entrepreneur à 40 ans, mais j'avais une âme d'entrepreneur, j'étais entourée d'entrepreneurs. Mais il y avait cette frustration dans l'éducation qui était, tu rentres dans une entreprise, tu y passes toute ta vie, tu fais ta carrière dedans. Et maintenant, la nouvelle génération n'a pas envie de ça. Mais il faut qu'on apprenne aussi à nos enfants, pas seulement nos filles, mais à nos enfants en tout cas, à vouloir faire un métier qui leur corresponde, dans lequel ils s'éclatent. Ça, c'est hyper important, même si c'est dur, mais on s'éclate. Et qu'ils apprécient. Voilà. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais il faut vraiment... moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est à toutes les personnes qui veulent lancer des projets entrepreneuriaux, qui hésitent, etc. Allez-y. En fait, allez-y. On a besoin de vous, on a besoin de nous toutes, parce que si c'est pas nous, personne ne le fera à notre place. En fait, tout simplement. Oui. Bien sûr. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et personne va venir te chercher, te dire « Ah, mais vas-y, t'as une super idée, lance-toi !» Donc, serrons-nous les coudes. Ne pas hésiter à partager les projets, à être bienveillant envers les uns et les autres. Et je pense que c'est le cas. Moi, je travaille avec Carmen, avec Sandrine, parce que j'ai aussi un e-shop à côté. Je distribue leurs produits. On se croise sur les forums, sur les salons et choses comme ça. Bernice, on organise un événement ensemble. Donc allez-y, lancez-vous. Vous allez rencontrer les gens. Ça va vous porter pour lancer les projets. Et il n'y a plus qu'à, quoi. Il faut y aller. Moi, je vous rejoins totalement. Je pense que, encore une fois, chacun, dans différents domaines, que ce soit dans des domaines techniques, marketing, commercial, je pense qu'on peut tous mettre notre pierre à l'édifice. Et en fait, c'est à nous de s'emparer de ce sujet-là. C'est à nous de s'imposer. C'est à nous de proposer ce qui nous convient. Comme tu dis, c'est à nous d'être exigeants. Comme tu dis, Daba, c'est à nous d'être exigeants parce que on pourra pas l'être pour nous. Il y a que nous qui pourrons le faire. Et j'encourage effectivement toutes les personnes qui peuvent entreprendre dans n'importe quel domaine que ce soit. Là, en l'occurrence, on parle beaucoup de cheveux, mais on a tellement de besoins dans nos communautés, dans différents secteurs que je pense qu'il faut pas qu'on ait peur. Et effectivement, c'est comme tu dis, Sandrine, c'est pas quelque chose qu'on a en tout cas de nos générations, qu'on nous a appris à faire. J'espère qu'à l'avenir, que l'éducation de toutes ces personnes-là seront basées sur l'entrepreneuriat, parce que c'est le socle, en fait, de notre émancipation. Et par contre, effectivement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer, de bien s'entourer et surtout de bien se préparer. Parce que malgré tout, ça reste une aventure avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a énormément d'écosystèmes qui permettent d'être entouré, de se préparer, de lancer son projet, d'aller démarcher ses clients, d'aller à la rencontre de ses clients. T'en parlais, Daba, que ce soit lors d'événements comme des salons ou même des événements un peu plus informels. Donc, faut pas avoir peur, faut oser. Et moi, je suis pour l'entrepreneuriat. Et merci du coup Déby de nous donner cette visibilité, justement, nous avoir invités. Merci à vous quatre, c'était vraiment un réel plaisir en tout cas d'échanger sur ce sujet-là et vraiment de faire porter le mot et de justement répandre la bonne pratique, justement. Exactement, parce que la vue a plus d'impact que lui, donc... Exactement. Écoutez, merci à toutes les quatre. Merci à toi. Merci Déby. On se retrouve pour un prochain épisode de Linkel fait sa table ronde. Merci, à bientôt. Linkel.